Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast pour sortir du dédale. Aujourd'hui, nouvelle interlude entre deux saisons, La Fourmi dans la coquille, intermède, plus vite, éloge de la marche. Alors que je suis en train d'écrire la 3e saison du podcast sur le temps, une écriture qui prend du temps, justement, ce sera un vaste sujet, mais en attendant, et pour vous faire patienter pendant l'été, je vous propose la lecture du premier chapitre d'une nouvelle que j'ai écrite en 2022, qui s'appelle « Plus vite, éloge de la marche », et qui est disponible sur le site internet du podcast. Vous pouvez commander ce joli petit livre de la nouvelle illustrée. Cette nouvelle est dédiée à mon ami Nicolas Ligori pour son talent et son travail inspirant. Je vais commencer par vous lire la note préliminaire que j'ai écrite à l'époque. À l'heure où j'écris cette nouvelle, le président français se décrit lui-même et son parti politique comme En Marche, et ses partisans sont surnommés les marcheurs. Il file la métaphore en imaginant le peuple comme une cordée. Pour lui et ses marcheurs, quelques hommes, et dans une moindre mesure quelques femmes, marcheraient en tête de la cordée, les beaux et forts premiers de cordée, riches et savants, qui guideraient la troupe de la populace ignare, mais qui, sous la bannière de sa République, doit marcher comme un seul homme vers l'avant, entendre le futur et la modernité. Son peuple formerait ainsi une espèce de marche militaire, encadrée et guidée par ses privilégiés, ses puissants, et où le président lui-même, chef suprême des armées, et surtout dieu des dieux, se situerait à la pointe, fer de lance bien tranchant, plus que premier de cordée. Sa marche et sa cordée tiennent surtout du rouleau compresseur. Elle nous rappelle cette histoire de la troupe militaire qui fait s'effondrer les ponts, entrant en résonance avec leurs pas. Pourtant, dans la cordée, la vraie, le premier change à tour de rôle. Les suivants sont pas tirés ni portés, la cordée prend ses décisions tout ensemble. La cordée, les marcheurs et les marcheuses avancent pas après pas, lentement. Ils sont humbles face à la montagne. Ils respectent leur environnement, ils sont unis, ils s'entraident et se soutiennent et jamais personne ne décide seul pour les autres. Les marcheurs et les marcheuses ne cherchent pas à aller vite, ils ne forcent pas les autres à les suivre. La marche est notre moyen de se déplacer le plus naturel et le plus efficace. Un peu d'oxygène et quelques calories suffisent à franchir les plus hauts cols. La marche, c'est le fruit de notre évolution en parfaite adéquation avec notre milieu naturel et notre place dans l'écosystème. Revendiquons l'usage de la marche telle qu'elle est, le moyen de se déplacer le plus humble, le plus lent, le plus serein, le plus respectueux et aussi le plus sûr, le plus durable, le plus animal et le plus humain. Plus vite, premier chapitre. Le faible soleil de cette matinée d'hiver n'était pas encore parvenu au-dessus de la cime du Bar et du mont Giusalè quand le marcheur était parti de sa cabane. De toute façon, c'était une de ces journées juste passables, ni belle ni mauvaise, ni froide ni chaude, ni ensoleillée ni nuageuse. Bref, une journée idéale pour descendre dans la vallée se ravitailler. 2h30 séparaient le marcheur des magasins où il trouverait les outils qui lui manquaient pour entretenir sa cabane, et il comptait en profiter pour remonter quelques douceurs qui accompagneraient ses prochains repas. Il devait être le seul habitant du coin à faire encore ce chemin à pied, alors qu'une belle route goudronnée, déneigée, sablée, salée, permettait de faire l'aller-retour en quelques minutes, alors que lui prévoyait toute la courte journée d'hiver. Il avait descendu une centaine de mètres depuis sa cabane, en réalité une vieille caravane sédentarisée et transformée en minuscule chalet, mais qu'il appelait cabane, et s'engageait maintenant dans les chemins plus petits et plus raides, peu fréquentés. On était à cette période de l'année où les premières neiges fondaient doucement la journée. Puis l'eau gelait la nuit et une fine couche de neige fraîche recouvrait le tout le matin. Un fin voile blanc masquait ainsi les écueils que le marcheur découvrirait du bout du pied ou, plus dangereux, du talon.
Il avait beau connaître le moindre petit caillou sur le chemin, il progressait lentement, ne sachant jamais quelle surprise se révélerait à chaque pas. Serait-ce un traître verglas qui le ferait glisser, un rocher lisse ou bien la racine d'un arbre taquin ? Il aurait pu partir plus tard, attendre que la relative douceur du jour ramollisse le tout, mais ça ne le dérangeait pas de cheminer lentement. La concentration nécessaire pour avancer lui vidait l'esprit de tout autre tracas, et il aimait vivre ainsi l'instant présent. Le véritable instant, celui qui ne dure qu'un pas, puis l'autre, et le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un peu plus de 2 heures, 10 km et 700 mètres de dénivelé descendant se soient écoulés. Pas après pas, bis repetita placent, il lui était ainsi déjà arrivé de parcourir plus de 500 km, de franchir plusieurs dizaines de cols jusqu'à atteindre la Méditerranée en 2 douzaines de jours, selon lui presque par hasard. Qui va piano va sano e va lontano. Son chemin, raide et direct, descendait ainsi du plateau où il avait sa caravane vers les villages du fond de la vallée. La majorité du dénivelé se condensait sur la première heure de marche. Il aurait pu faire le grand tour sur un chemin en pente douce, mais, non pas qu'il soit pressé, il se le réservait pour les jours de très beau temps. Ces temps-là que d'autres pouvaient par ailleurs qualifier de très mauvais, voire d'exécrables, mais qui n'en étaient pas moins très beaux pour le marcheur. Il aimait faire le tour du plateau par grande neige autant que par grand vent ou grand soleil et admirer la montagne dans tous ses états. Et comme il aimait aussi varier le chemin, en ce jour passable, il avait pris le chemin le plus raide vers le collet à franchir. Deuxième chapitre. Au-dessus du col de l'Essayon, vers lequel le marcheur se dirigeait, plusieurs forts napoléoniens trônaient sur la falaise. Ils formaient une cordée de vieilles pierres imposantes, menaçantes, bien ancrées, bien que partiellement en ruine. Ils portaient les noms des rois de Sardaigne, aussi ducs de Savoie, et de leurs reines, Victor Emmanuel, Marie-Thérèse, Charles-Félix. Ceux-là qui n'avaient probablement jamais mis le pied dans la vallée, mais au nom desquels on se serait entretué pour la défendre. Avant la construction de la route départementale, le col avait été le seul point de passage pour remonter la vallée et par là atteindre l'Italie. On avait jugé bon de le bloquer en y entassant pierre après pierre ces énormes élevages de chair à canon. Du haut du plateau, Victor Emmanuel et les autres menaçaient le fond de la vallée. On y trouvait des meurtrières et couloirs spécialement aménagés pour y déplacer des canons broyeurs de plusieurs centaines de kilogrammes, mais aussi des dortoirs spartiates, un hôpital-boucherie, des fours à pain qui évoquaient aux marcheurs les crématoires des camps de cette autre guerre du siècle suivant. Une autre guerre qui d'ailleurs avait aussi laissé ses cicatrices plus bas dans cette vallée stratégiquement importante pour les puissants hommes et femmes qui n'y vivent pas. Bien sûr, on avait pensé aussi à adjoindre au fort une prison, pour atténuer la tentation de cette chair à revendiquer une vie meilleure ou une vie tout court. Considérant évidemment qu'elle aurait trouvé l'énergie à la désertion et à la mutinerie, après s'être épuisée à résister alternativement, ou tout en même temps, au soleil brûlant, au vent, à la neige, à la glace, la chair, ça s'attendrit en tapant dessus. On aurait ainsi pu facilement, dans une cruauté de bonne aloi envers les envahisseurs, tirer à gros boulets et exploser au mortier le fond de la vallée sans trop avoir à bien viser, perché dans le hachoir 600 mètres au-dessus de la chair ennemie. 2 siècles plus tard, une certaine quiétude était revenue sur le plateau, si ce n'était pendant les 2 mois d'été envahis de citadins en manque d'air qui débarquaient tous ensemble. Ils étaient synchronisés avec les vacances scolaires de leur engeance braillante autant qu'avec leur phobie de la soi-disant mauvaise météo. À cette période, les forts s'emplissaient des cris suraigus de la marmaille et de ceux de leurs géniteurs fatigués qui tentaient de les maîtriser, ou pas. C'était le reste de l'année que le marcheur aimait à visiter ces forts, quand au contraire il résonnait du silence de la montagne. Témoin de toutes ces formes de violence humaine, il aimait les voir abandonnés et en ruine. Il aimait observer la nature les digérer tranquillement, à son rythme serein, lent mais inexorable. Il savait bien que lenteur était synonyme d'efficacité, et que ces forts, comme toute empreinte humaine, finiraient effacés et recyclés. Perché là-haut, il pouvait à son tour observer la vallée et mesurer la distance qui le séparait de ses congénères. Vers l'aval, plus son regard s'éloignait, plus le réseau humain se densifiait en une laideur anthropogénique. Vers l'amont, alors que les Homo sapiens mercantili se faisaient plus rares et qu'on s'éloignait du tout goudron tout béton,
La beauté du paysage en toute saison était écrasante et les quelques hameaux, cabanes et pistes raisonnablement dispersées ne faisaient que souligner l'humilité des quelques-unes et quelques-uns qui vivaient là. Enfin, c'était à condition d'ignorer les détails. C'était sans compter la tranchée béante de la Choulière, la piste rouge mais facile qui trouait la forêt, ou l'antenne perchée sur le promontoire rocheux qui semblait narguer Charles Albert, le fort inachevé en contrebas. Il rappelait que les temps modernes et leur tout confort pour tout le monde pouvaient s'installer partout. Mais ce jour-là, le marcheur ne faisait que passer sous les forts et ne s'attarda pas à contempler la montagne. Il s'éloigna un peu plus de son village et s'engagea vers le col, coincé entre Charles-Félix et Marie-Christine, caché entre les épicéas et la barre rocheuse. S'avançant dans des chemins de plus en plus petits, il appréciait de se sentir de plus en plus isolé et entendre le silence paisible de la montagne enneigée qui mettait en valeur les chants espiègles des plus petits oiseaux, le bruissement le plus léger des pins, la chute de la plus petite pierre. Il espérait cependant que ce col raide ne serait pas aussi verglacé que ne l'était ce bout de sentier soumis au souffle de la froide lombarde nocturne. Malgré son cheminement prudent, il n'avait pas vraiment envie de tester son équilibre sur les arêtes aiguës des rochers glissants. Peu avant le col, il avait eu à choisir entre continuer sur le sentier moins enneigé mais plus traître, ou bien franchir le pré et son épais manteau neigeux. La couche de neige y était si épaisse, encore toute fraîche et poudreuse en ce début d'hiver, qu'il lui aurait fallu enfiler ses raquettes. Mais il avait décidé de ne pas les emmener, préférant limiter son intrusion au bruit étouffé de ses pas plutôt qu'aux cliquetis, frottements et raclements des raquettes. Il se demandait parfois s'il n'aurait pas mieux fait de fabriquer ses propres raquettes en bois, boyaux et lanières de cuir, personnelles et traditionnelles, plutôt que d'acheter ses accessoires modernes en plastique et métal, légers mais bruyants, efficaces mais sans âme et sans passé. Heureusement, la douceur exceptionnelle de ce mois de décembre et la protection des sapins entourant le col avaient gardé le sentier aussi facile qu'à l'automne, voire même plus facile sans la boue charriée par les averses d'octobre. Par endroits, le lit douillet, formé des épines et des petites pommes rondes des pins sylvestres, l'invitait même à s'asseoir un instant pour profiter de la solitude et du silence, observant la vallée à travers les branches. Je viens de vous lire les 2 premiers chapitres de Plus vite, Éloge de la marche, petite nouvelle que j'ai écrite en 2022. Si vous souhaitez lire la suite, vous pouvez commander ce petit livre sur lafourmi.media. Merci beaucoup pour votre écoute et pensez à vous abonner à la newsletter pour être informé des futurs épisodes et de l'arrivée de la nouvelle saison. Vous pouvez aussi vous rendre sur lafourmi.media pour faire un don et soutenir le podcast qui en a bien besoin, ne profitant d'aucune pub ni d'aucun sponsoring. Je dis encore un immense merci à tous ceux qui font des dons et qui m'aident à poursuivre ce grand travail d'écriture, d'enregistrement, de production du podcast. Merci à tous et à très vite. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre les musiques de Beth Quist, Aluminum Forest, Mountain Sounds, Tellurama, Chris Harvey et Falling You. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à produire ce podcast entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé ce podcast, rendez-vous sur lafourmi.media pour nous soutenir en faisant un don ou bien nous suivre sur nos réseaux sociaux et vous abonner à la lettre d'information du podcast.